Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, quitte à purger la totalité de sa peine, jamais Khalifa Sall ne demandera la grâce de Macky Sall. Selon des proches de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall préfère la dignité à la grâce pour des faits qu'il n'a jamais reconnus. Des habitants de Kaffrine ont fêté la Tabaski, les pieds dans l'eau. Loin du farniente, ces populations subissent les affres des eaux de pluie. Comble de malheur, ces intempéries ont dégradé les travaux de canalisation entrepris depuis peu. Reportage à suivre. Lendemain Tabaski, Dakar, devenu un bubus géant. Des amas d'ordures et de restes de moutons disséminés, ça et là, font le décor des rues. En attendant le programme Zéro Déchet, les soldats de la propreté sont sur le pied de guerre. En sport, afro-basket féminin, deuxième sortie des Lions face aux Égyptiennes aujourd'hui. À la mi-temps, le Sénégal mène largement au score. Nous aurons en direct Cheikh Tidiane Diao en ligne de Dakar Arena où se joue la rencontre. Demander la grâce présidentielle, c'est reconnaître de facto les faits qui lui sont reprochés et ça, il n'en a pas question pour les proches de Khalifa Sall. Vous le savez, selon les informations de la radio de toute l'actualité, la RFM, le président serait disposé à accorder sa grâce à la demande de Khalifa Sall. Suivant à ce propos, un des proches de l'ex-maire de Dakar, Moussa Taye, était l'invité du 13h de TFM. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir si le décret a été signé ou pas, mais ce que je peux dire au nom de Khalifa Sall, et je l'assume entièrement, c'est qu'il ne demandera jamais par voie écrite une demande de grâce. Il ne demandera jamais de grâce pour la bonne et simple raison qu'il considère qu'il est toujours innocent, qu'il est en prison pour des raisons purement politiques. Il a toujours contesté les décisions de justice issues de la procédure judiciaire. Par conséquent, il ne peut pas demander de grâce. Quelqu'un qui reconnaît les faits, qui accepte sa peine, c'est ce dernier qui doit faire une demande de grâce. Mais quelqu'un qui a toujours refusé les faits qui lui sont reprochés, qui considère qu'il est en prison pour des raisons politiques, il ne peut pas faire une demande de grâce. Et puis ce cri de détresse des habitants du quartier Diamaguène à Kaffrine, là-bas, les eaux de pluie ont envahi beaucoup de demeures et ont fortement endommagé les travaux de canalisation entamés récemment. Les populations demandent aux autorités de leur venir en aide. Omar Diaye. Le phénomène des inondations est toujours d'actualité dans la commune de Kaffrine. Une première pluie d'envergure vient à peine d'être enregistrée que les populations pataugent dans l'eau. Tout le Sénégal a fêté la Tabaski dans la bonne humeur, dans l'allégresse, sauf nous. Vous nous voyez en train de patauger aujourd'hui encore dans l'eau. Elle est indescriptible cette situation. Nous avons tapé du poing sur la table pour alerter le gouvernement, mais toujours le gouvernement fait la sourde oreille. Regardez la situation dans laquelle Kaffrine fête la Tabaski aujourd'hui. C'est inadmissible. Pourtant, des travaux de canalisation ont été entamés, mais ces canalisations ont plutôt mis en danger la vie des populations parce qu'elles ont été détruites. Il y a des dégâts qui sont constatés. Et cette fois-ci, quand même, il y a une spécificité. C'est par rapport aux travaux qui ont été initiés au niveau donc du quartier Diamaguène Centre surtout. Voilà, on avait tiré la sonnette d'alarme parce qu'on s'était dit que par rapport aux canaux donc, qui sont creusés, ils ont essayé de rembler ces canalisations-là, mais on a vu que cela n'a pas suffi parce que dès qu'on a eu cette pluie-là, il y a eu donc des dégâts. N'eût été donc la clairvoyance des populations, il y aurait le pire. Une situation catastrophique. Les populations de Kaffrine crient ras-le-bol face à ces situations récurrentes. Elles demandent aux autorités de prendre au sérieux cette vieille doléance. Cela doit s'arrêter. Le gouvernement doit penser à nous. Nous avons tapé du poing sur la table, nous avons crié, nous avons même supplié le gouvernement pour qu'il nous assiste. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement constater que ce gouvernement-là, avec M. Macky Sall à la tête, ils ont une mauvaise volonté politique pour cette ville de Kaffrine. 26 ans que Kaffrine est confrontée aux inondations et toujours pas de solution. Merci Omar. Un an après le vorace incendie au marché Tilène de Ziguinchor, les commerçants attendent toujours la reconstruction de leur lieu de travail. Depuis ce drame, ces sinistrés vivent une situation inconfortable, exacerbée par l'hivernage. Ces victimes réclament aujourd'hui un financement de l'ADER promis pourtant par les autorités. Boubacar Diassi, Lamine Mandjak.
Un an après le violent incendie qui a ravagé le marché Tilène de Ziguinchor, suivi de plusieurs promesses de reconstruction, les commerçants du deuxième plus grand marché de Ziguinchor attendent encore. On se rappelle d'un jour très fatal pour les commerçants de Ziguinchor, pour la population de Ziguinchor. On se retrouvait avec 355 sinistrés. Le Premier ministre est venu. Il est venu nous promettre un marché moderne et sous-régional. Son Excellence M. Macky Sall est venu poser la pierre de notre marché pour sa construction. Il nous avait promis qu'ils ont débloqué 1,5 milliard pour la reconstruction du marché et 500 millions pour les sinistrés logés au DER. Un commerçant millionnaire qui est devenu du jour au lendemain un commerçant ambulant qui a dû reprendre tout à zéro et à qui l'on promet un financement à la DER alors qu'il n'a absolument rien vu, qui est même acculé par ses bailleurs. Les femmes qui occupent ces étals s'expriment. Depuis un an, nous souffrons ici depuis un an. Nous les femmes sommes très fatiguées. Les jeunes commerçants aussi. Ils subissent la pression des banques et ils n'ont rien pour payer leurs dettes. Or, le président est venu ici pour la pose de la première pierre avant de promettre l'inauguration de ce marché pour le 4 avril. Mais depuis lors, on n'a rien vu. Il n'a qu'à au moins terminer le chantier pour lequel il a posé la première pierre. En attendant la construction ici d'un marché moderne et sous-régional, les commerçants continuent de contempler ces chargements de béton et ces fers empilés. Merci Boubacar. Retour à Dakar. Le démarrage effectif du programme Zéro déchet est prévu après la Tabaski, selon le président Sall. En attendant cette grande offensive contre l'insalubrité, les lendemains de Tabaski, justement, ne sont pas des meilleurs. Fort heureusement, les techniciens de surface sont à pied de guerre pour ramasser ces tas d'ordures. Mais vous allez le voir, cette situation fait l'affaire d'un jeune qui a décidé de mettre la main dans le cambouis pour gagner sa vie dignement. C'est un reportage de Mambiram Diouf et Modou Diop. Il parcourt des kilomètres dans la capitale. Dans les coins où l'accès aux camions de ramassage est limité, Modou collecte les ordures, une tâche plus prenante les lendemains de Tabaski. Je me rends vers l'école normale. Là-bas, nous déversons avec d'autres charretiers les ordures dans les camions. Le travail se fait en parfaite collaboration. 20 ans maintenant que Modou fait ce métier, il dit gagner dignement sa vie. Auparavant, je possédais une charrette pour le ramassage. Des clients me demandent de passer, j'apporte ainsi un appui dans la collecte. Comme lui, d'autres techniciens de surface en pleine opération ici à Grand Dakar ne laissent rien sur leur passage, un travail qui se fait tout de même difficilement. Au moment de la Tabaski, nos salaires ne sont pas bons du tout. Ça, on le dit. Les avances aussi. On nous avait promis comme chef de secteur. Depuis lors, on n'a pas vu d'augmentation sur notre salaire. Ça n'a pas répercuté. Donc, ça pose problème aussi. 75 000 Avant, on avait, comme avance de Tabaski, on avait 75 000. Mais maintenant, on l'a diminué à 50 000 francs. Et je pense qu'un acquis ne se perd pas. Chaque jour, imaginez près de 1800 tonnes chaque jour dans la région de Dakar et plus de demi en période de Tabaski. C'est région de Dakar. Ouagouniaï, encore des tas d'immondices qui traînent. Tout près, aux HLM, les agents s'activent. Certaines personnes jettent n'importe où les ordures. Il faut éviter cela. L'hygiène publique en préalable à respecter dans toute action citoyenne, rappelle les vieux Ousseynou. Il faut être civilisé pour faire de la propreté une réalité. Des rues propres pour un mieux-être, l'affaire de tous. Merci Mambira. Mais où sont donc passés les moutons? Le contraste est saisissant, vous allez le voir. 24 heures après la Tabaski, tous les points de vente sont presque vides dans la capitale, selon des vendeurs qui se frottent les mains actuellement. La demande était particulièrement forte cette année, ce qui n'empêche pas certains de leurs homologues de faire encore les difficiles. Maguette Soare Diallo et Diafaraba. Du rond-point du Yoff aux HLM, en passant par les deux voies de Liberté 6, le décor était ainsi avant la fête. 24 heures après la célébration de l'Eid el-Kébir, les lieux sont vides. Cette année, la demande semble supérieure.
à l'offre. Cette année, j'ai vendu beaucoup de moutons. J'en avais au total 35. L'année dernière, il y avait beaucoup de ruminants invendus, mais ce n'est pas le cas pour ces tabaski. Franchement, je suis satisfait de l'opération. Même si les ruminants sont écoulés, un déficit de moutons est constaté. Ces vendeurs déplorent le retard de la pluviométrie. Il ne pleut toujours pas comme on le souhaite. Du coup, l'aliment de bétail manque, ce qui explique cette situation. Le retard de la pluviométrie a causé beaucoup de difficultés. Quand il pleut abondamment, ça change tout. Dakar retrouve son rythme timidement au lendemain de la fête de la Tabaski, une fête marquée par un approvisionnement insuffisant en moutons. Et pourtant, le ministre de l'élevage, Samba Ndiobenka, avait affirmé que le marché sera bien approvisionné. Merci Maguette. Même si la viande est très prisée actuellement, sachez que le riz au poisson a de beaux jours devant lui dans le nord. La pisciculture est pratiquée aujourd'hui dans plusieurs villages de la vallée du fleuve Sénégal où l'eau coule en abondance. Une activité qui, selon les producteurs de riz, doit être revalorisée et réintégrée pour une bonne complémentarité de la chaîne alimentaire. À Kassak Sud, 10 villages se sont mobilisés pour élever 2000 alevins et comptent multiplier la production après la récolte. Ousseynou Diop, Habib Seck. Dans la région nord, où l'eau coule en abondance, ici la pisciculture est pratiquée par les producteurs de riz. Alliant la riziculture et l'aquaculture, ces deux activités peuvent désormais participer à l'autosuffisance alimentaire du pays. À Kassak Sud, 10 villages de la commune de Ronk se sont mobilisés pour assurer l'alimentation des villageois. Il y a le riz, la culture rizicole, c'est la culture de subsistance. Mais faire le parallélisme avec la culture de rente. Le paysan doit cultiver pour manger, mais il doit cultiver aussi pour donner pour vendre. Ces alevins, au nombre de 2000, ont été introduits dans ces étangs il y a moins de 6 mois. Aujourd'hui, ils passent de 15 grammes à 250 grammes. Aujourd'hui, on est heureux d'assister à la récolte qui a vraiment donné des poids moyens, compris entre 250 et 350 grammes. Pour l'Agence nationale de l'aquaculture, la pisciculture et la riziculture peuvent aller ensemble. On sait qu'il y a une symbiose, c'est-à-dire une association à bénéfice réciproque entre l'aquaculture et l'agriculture. L'eau qui provient des bassins piscicoles très souvent est connue pour être une eau très chargée qui pourrait rentabiliser vraiment la production maraîchère par exemple ou la production arboricole. Donc l'aquaculture n'est pas une alternative à l'agriculture, mais c'est une activité qui peut être intégrée, qui peut être vraiment complémentaire à l'agriculture. Parce que, par exemple, on est ici dans la capitale du riz. Si à côté il y a le poisson, je dirais que la chaîne alimentaire est complète. Dans la région, l'aquaculture prend son envol petit à petit. Désormais, ceux qui étaient de simples producteurs de riz sont devenus des éleveurs de poissons, mais il reste la formation des acteurs. Merci Ousseynou. Et puis une note un peu plus triste, Zoula, l'artiste saint-louisien mort dans un tragique accident hier, a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Tchakandiaï de Saint-Louis. Une foule immense a accompagné le défunt à sa dernière demeure. Artistes et amis ont tenu à être présents pour témoigner sur l'homme. Leurs propos sont recueillis par notre équipe à Saint-Louis. Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Hassan est le fils d'un des membres du kuréel de Darak. Nous donc on a connu à Hassan un gosse très discipliné qui a reçu une bonne éducation de base. C'est une perte cruelle pour Saint-Louis et pour le Sénégal. Donc nous demandons à Serigne Touba de l'accompagner et de l'assister. Là, dama bokk ak mom. Zoula fait partie de notre famille. Je vous annonce que nous devions créer une chanson dédiée au prophète Mohammed, de paix et salut sur lui. Malheureusement, il a perdu la vie. Zoula était un jeune dynamique et qui aimait bien le prophète Mohammed et Serigne Saliou Mbacké. C'est pourquoi je présente mes condoléances à toute la population sénégalaise, particulièrement à sa famille à Saint-Louis. Saint-Louis a perdu son fils. Saint-Louis a perdu un grand homme. C'est un homme qui a œuvré pour la culture. C'est un homme qui a tout fait
pour la voie du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un homme qui aime bien sa ville natale, Saint-Louis. Donc c'est un grand homme. Et pour parer à ces accidents sur l'autoroute à péage, par exemple, la Sénakessa prend à bras-le-corps le problème. Ils ont organisé une campagne de vérification et de réparation des véhicules qui empruntent l'autoroute, mesure saluée par les usagers. Ousseynou Thiam, Bambassambe. Pendant 3 jours, les responsables de la sécurité routière à la SANAC SA et leurs partenaires ont organisé leur traditionnelle campagne de vérification et de réparation des véhicules. Une 4e du genre pour lutter contre les nombreux accidents et les milliers de pannes sur l'autoroute à péage. Aujourd'hui, nous organisons notre 4e campagne de vérification gratuite des véhicules sur l'aire de repos de Rufisque. Nous avons déjà 14% des accidents causés par les problèmes mécaniques, mais aussi 6% des accidents liés aux éclatements de pneus. Donc nous incitons déjà tous les usagers de l'autoroute à prendre de l'entretien de leur véhicule comme un important dispositif dans la gestion de la voiture. Une activité bien appréciée par les usagers, mais aussi par les parlementaires qui s'activent dans la sécurité routière. Bonne initiative parce que quand on voit bien, donc c'est durant les visites techniques qu'on fait annuellement qu'on vérifie nos voitures. Mais cette fois-ci, je pense que c'est une occasion de vérifier donc nos voitures et surtout pour pouvoir faire une bonne route, surtout moi qui fais beaucoup de voyages des fois. Au niveau du REPSER, donc c'est une initiative pertinente et opportune qui mérite vraiment d'être multipliée et qu'au-delà même des cérémonies, des grands événements comme la Tabaski, les Magal ou également la Korité ou d'autres événements, que ces initiatives peuvent donc se faire dans d'autres occasions et même dans les jours ordinaires. De l'avis des responsables de SANAC SA, cette activité sera pérennisée afin de sensibiliser davantage les usagers de l'autoroute à péage. Merci Ousseynou. Tankanto Escale fait les yeux doux au Puma et au PUDC, situé à la zone frontalière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Tankanto est victime de son enclavement sévère. En attendant ces programmes du gouvernement, la zone a bénéficié d'une piste de 8 km grâce à l'appui d'un partenaire. Abdoulaye Diallo. Victimes d'un enclavement criard, les habitants de la commune de Tankanto Escale vont bénéficier d'une piste d'une longueur de 8 km 500. Parce qu'on est là, on a une piste au niveau de Tankanto Escale, parce que comme on travaille en collaboration avec les maires, c'est pour cela qu'on nous a fait venir pour faire une piste de 8 km 579 mètres au niveau de Tankanto Escale, en commençant par Talto jusqu'à l'autre village, Medina Alpha Sandou. Bon, les travaux, ça va. Bon, on est là, bientôt on a fait à peu près comme 22 ou bien 23 jours. C'est l'occasion pour moi de remercier en tout cas Salt for Life. Un projet américain, c'était une zone presque inaccessible. Tout le développement de cette zone-là était bloqué par cette voie. Parce que c'est une voie qui relie, aujourd'hui si vous voyez, qui relie différents grands villages. Vous prenez Sarayoba, Talto, Medina Alpha Sadou, ça continue jusqu'à la frontière avec la Guinée-Bissau et jusqu'à Tonyataba-Si. On sait qu'il y a le grand marché hebdomadaire de Sarayoba et l'autre grand marché hebdomadaire de Tonyataba en Guinée-Bissau. C'est une voie quand même du moins très importante pour la vie des populations. Cet investissement est loin de venir à bout de leurs problèmes. Il y a beaucoup d'autres efforts à faire parce que c'est seulement 8 km 500 sur presque plus de 50 km de piste à faire dans la commune de Tankanto Escale. Zone frontalière, les habitants de Tankanto Escale sollicitent les programmes de l'État tels que le Puma et le PUDC. Je pense que c'est le moment, quand même, il faut que les gens pensent à cette commune-là, c'est le moment quand même d'attirer l'attention du PUDC et du Puma, parce que nous, on est frontaliers avec la Guinée-Bissau. Entre autres avantages, il y a que ça facilite même à l'armée l'accès dans cette zone-là.
Tankanto Escale est une zone qui compte de nombreux producteurs, mais l'activité de ces derniers est bloquée à cause de l'enclavement. Cette piste, une fois réalisée, elle pourrait booster le développement dans ces localités. Et puis un mot sur l'international, c'est tour à tour le Gabon, la Guinée et l'Eswatini, ex-Swaziland, où le Royaume veut relancer l'économie nationale pour une réduction du train de vie des ministres. C'est un récit de Daniel Diouf. L'expertise médicale d'Ali Bongo sera examinée en appel par la justice gabonaise suite à une demande d'opposants pour savoir si le chef de l'État gabonais est apte à exercer ses fonctions 10 mois après un AVC. Depuis qu'il a prononcé quelques mots à son retour à Libreville fin mars après 5 mois de convalescence à l'étranger, Ali Bongo n'a pas pris la parole en public. C'est ce silence qui avait poussé un collectif d'une dizaine de personnalités de l'opposition et de la société civile à déposer un recours pour demander à la justice de désigner un médecin pour une expertise médicale sur l'état de santé d'Ali Bongo. Un tribunal avait jugé en première instance irrecevable cette demande au motif que seule la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement ou les 2 chambres du Parlement peuvent constater l'empêchement. Mais lundi, la Cour d'appel de Libreville a refusé de se dessaisir du dossier et a fixé une audience au 26 août prochain. Lui, c'est un homme d'affaires et diamantaire franco-israélien. Benny Steinmetz, c'est son nom. Il va être jugé à Genève pour corruption et faux dans une concession de mine en Guinée entre 2005 et 2010. C'est ce qu'a annoncé lundi le parquet de Genève. Selon les médias suisses repris par l'AFP, le procureur en charge de la procédure a retenu contre l'homme d'affaires, dont un Français et une Belge, les infractions de corruption d'agents publics étrangers et de faux dans les titres. Les prévenus sont accusés d'avoir versé ou fait verser des pots de vin à l'une des épouses de l'ancien président guinéen Lansana Conté en vue de faire évincer un concurrent britannique dans l'obtention d'une licence d'exploitation d'une mine de minerai de fer à Simandou en Guinée. L'homme d'affaires risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. La date du procès n'a pas été précisée. Et puis, relancer l'économie nationale, c'est ce que veut le gouvernement d'Eswatini, l'ex-Swaziland. La voie choisie, la baisse des faveurs accordées aux membres du gouvernement, comme le recommande une commission royale chargée d'enquêter sur la rémunération des hommes politiques dans le royaume. Seul le Premier ministre et son adjoint devraient désormais être autorisés à voyager en première classe. Le rapport de la commission royale chargée de l'enquête suggère de réduire de 25% à 12% le salaire annuel, les allocations de logement des ministres. Et puis le Premier ministre et son adjoint sont appelés à contribuer à hauteur de 33% à leur couverture médicale. Jusque-là, ce rapport n'est qu'à titre indicatif. Il attend d'être validé par le roi qui l'a lui-même diligenté. Le royaume vit une crise du fait de la baisse des investissements directs étrangers et de l'augmentation de la masse salariale. Le changement du nom du royaume pourrait également avoir des répercussions sur l'économie du pays. Selon les experts, il faudrait pas moins de 5 millions d'euros pour rendre effective cette mesure, ne serait-ce que pour remplacer les panneaux et les inscriptions de tous les bâtiments officiels. Merci Daniel. Et puis un mot de sport, direction Dakar Arena. Cher Tidiane Diaw, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, est-ce que ça sent l'écart pour les Lions? Ouais, ça sent très très bien l'écart même en ce moment. Vous venez Thierry, oui, effectivement au moment où le Sénégal quand même a réellement pris la mesure de son adversaire, puisque l'entame de la seconde mi-temps a été quand même un peu difficile pour les Lions. Mais là, elles se sont carrément lâchées et pour le moment, elles mènent 64 à 43, plus de 21 points d'écart. Donc 21 points d'écart exactement pour les Lions du Sénégal, avec actuellement en état de grâce qui les paniers à 3 points. Elle en est à 17 pour le moment, pratiquement la meilleure Lyon sur le parquet de Dakar Arena. Avec cette victoire qui se profile, les Lions vont composer leur ticket pour les quarts de finale avec en prime la première place du groupe. Et également, Shérif essaie de répondre à l'offre nigériane qui en a collé aujourd'hui 106 au Cameroun. Cette équipe du Nigeria qui ne rigole pas et qui est venue
pour garder son titre de champion d'Afrique. Évidemment, les Lions ne l'entendent pas de ses oreilles et elles veulent également le coup, frapper un grand coup aujourd'hui face à l'Égypte pour bien montrer au Nigeria que le Sénégal est là pour la reconquête de son titre ici en terre sénégalaise. Oui, quel contenu de creuser l'écart, et puis on va s'occuper du Nigeria un peu plus tard. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, en direct de Dakar Arena, où vous venez l'entendre, le Sénégal mène à plus de 20 points d'écart face à l'Égypte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre tout à l'heure votre série du mardi Golden, et puis les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée, on se donne rendez-vous demain pour le JT 20h.